Pendant des milliers d'années, c'est à la force de leurs bras que les hommes ont façonné le paysage des îles britanniques. Le territoire vierge et sauvage occupé par les premiers chasseurs-cueilleurs s'est lentement transformé en une société plus complexe de fermiers et de marchands. Mais au milieu du XVIIIe siècle, les Britanniques vont être les premiers à opérer un des plus importants tournants de l'histoire de l'humanité, la révolution industrielle. Avec l'arrivée de la mécanisation, le paysage de ces contrées vertes et fertiles se métamorphose. En seulement quelques générations, des mines sont creusées, des infrastructures sont bâties, des usines sont ouvertes, et la population des villes explose. En survolant le Royaume-Uni aujourd'hui, nous pouvons encore voir les traces que cette révolution spectaculaire a laissées dans le paysage. L'historien et archéologue Alex Langland est un spécialiste de l'histoire du paysage britannique. Aujourd'hui, il nous fait découvrir depuis le ciel les collines et vallées du sud du pays de Galles et les sites qui ont joué un rôle majeur dans la révolution industrielle britannique. Voici la ville où j'habite, Swansea. Vous savez, traditionnellement, cette contrée aurait dû être un pays de petites fermes. Mais tout cela change avec l'industrialisation. L'agriculture et l'élevage au XVIIe et XVIIIe siècle sont la base de la révolution industrielle. Ils prodiguent une richesse nouvelle aux populations grandissantes et à la classe moyenne émergente des commerçants. Au milieu du XVIIIe siècle, la paix régnant sur les îles britanniques, cette classe commerçante cherche de nouveaux moyens d'accroître sa richesse et investit dans de nouvelles technologies. La machine à vapeur devient le moteur de la révolution industrielle. Mais pour faire tourner ces machines, il faut une source d'énergie plus abondante et plus performante que le bois. C'est dans le sous-sol britannique que se trouve la solution. Vous pouvez voir là, au sommet de cette colline, une mine à ciel ouvert. C'est une mine de charbon. Là, regardez. Vous voyez tous ces terrils ? Tout ce matériau a été en quelque sorte recraché par la terre. Parce que bien sûr, on ne creuse pas uniquement les veines de charbon elles-mêmes. On enlève toute la roche qu'il y a autour. Et vous voyez ce qui est arrivé au flanc de cette colline-là ? Il est presque complètement transformé par ce processus industriel. Seules quelques mines étaient exploitées avant la révolution industrielle. Mais au début du XIXe siècle, la Grande-Bretagne connaît un véritable boom du charbon. De l'Irlande à l'Écosse et jusqu'au nord de l'Angleterre, les mines sont de plus en plus profondes, les terrils de plus en plus hauts. Une région plus que toutes les autres devient le cœur de l'exploitation charbonnière britannique, les vallées du pays de Galles du Sud. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le sud du pays de Galles est devenu l'endroit où l'ère industrielle a vraiment pris son envol. La première étant que vous avez une riche veine de charbon qui traverse toutes les vallées ici, au pays de Galles du Sud. Vous avez aussi, au fond de ces vallées, des ports qui ont accès à l'Atlantique et donc au commerce mondial de l'Empire britannique. Mais une des raisons principales, ce sont les sources d'eau, là-haut, dans les vallées. C'est à des endroits comme Blenheven, qui veut dire en gallois la source de la rivière, que beaucoup d'eau peut être utilisée. Pendant des siècles, Blenheven était un petit village tranquille de la vallée d'Affonlud, au pays de Galles du Sud. Un peu de bétail et une agriculture de subsistance sont les principales ressources.
Mais en 1860, un vaste gisement de charbon est découvert et le premier grand puits de mine du pays de Galles est créé, assez vaste pour avaler 2 tramways. Big Pit. Des travailleurs de tout le pays de Galles accourent vers Big Pit et transforment la tranquille petite ville agricole en une solide communauté de mineurs. Aujourd'hui, comme presque toutes les mines de charbon du Royaume-Uni, Big Pit n'est plus exploitée. Grâce à la ténacité de mineurs retraités, le public peut désormais parcourir le site et plonger dans les tunnels du passé minier britannique. Un de ces mineurs retraités, Kerry Thompson, est l'auteur de 2 ouvrages sur l'industrie des mines, dans laquelle il a travaillé de 1970 à 1986. Ici, on inscrivait la quantité de charbon produite. Et au-dessus, on voit des chars, de l'armement, des bateaux. Ce sont quelques-unes des machines qui étaient propulsées grâce au charbon. Et tout ce qui reste, c'est le nombre de visiteurs. Bien qu'il apprécie le calme de sa nouvelle carrière, Kerry évoque ses jours passés à la mine avec un peu de nostalgie. J'ai commencé la mine juste après l'école, à 16 ans. Donc je ne connaissais rien d'autre. Et le pire, c'était de se lever à 5h30 du matin pour aller au boulot. Et je me souviens que certains matins, quand j'allais au travail, je me disais « Oh, je m'allongerais bien dans les buissons, ne serait-ce qu'une demi-heure. » Ou j'espérais que le bus ne vienne pas. Mais une fois qu'on y était, on avait le choix entre rire ou pleurer. Grâce au travail éreintant de Kerry et des mineurs qui l'ont précédé, le charbon est extrait de Big Pit et du reste des vallées du pays de Galles. À l'apogée de la production, rien qu'à Big Pit, près de 1300 hommes extirpent 250 000 tonnes de charbon par an. Pourtant, c'est l'esprit d'entraide et de camaraderie à 90 mètres sous terre que Kerry n'oubliera jamais. Sous terre, je crois qu'il n'y avait personne avec qui je ne m'entendais pas. Personne ne se plaignait, personne ne parlait dans ton dos. On était obligé de se serrer les coudes, parce que de toute façon, tu devais te fier à l'homme à côté de toi. C'est curieux à dire, mais il y a un certain romantisme lié à la mine. Donc vous pouvez imaginer comment ça se passait avec tous les gars. On buvait ensemble, on jouait au rugby ensemble, et on draguait les filles ensemble. C'était, vous voyez, c'était toute une culture. Kerry garde une vision romantique de ses années dans les mines. Mais ce travail était extrêmement dangereux. Durant toute la révolution industrielle, le grisou, ce gaz particulièrement explosif, provoque des désastres à travers le Royaume-Uni. Au risque d'explosion et d'incendie, il faut ajouter la maladie. Après des années de labeur dans les galeries étroites et poussiéreuses, de nombreux mineurs souffrent d'une affection pulmonaire douloureuse, la silicose. Malgré les dangers, Kerry n'oubliera jamais le jour où il émergea de l'abîme pour la toute dernière fois. C'était comme un deuil, parce que tout ce que j'avais a pris fin. Et à peu près au même moment, la culture des villages prenait fin, elle aussi. Les gens sont partis, beaucoup de gens sont morts. Ça a changé du jour au lendemain, en fait. Je ne sais pas, j'ai l'impression de ne plus trop être à ma place. Ça a complètement changé. À la fin du XVIIIe siècle, alors que le charbon fournit l'énergie nécessaire à la révolution industrielle, les chevaux de Somme et les voiliers sont toujours les principaux moyens de transport. La distribution du charbon et des autres marchandises lourdes reste extrêmement coûteuse. Pour accroître leur marge de profit, les entrepreneurs engagent des ingénieurs inventifs, à la recherche de techniques de construction plus économiques et plus rapides, pour transporter toujours plus de marchandises à travers la Grande-Bretagne et le reste du monde. Les ingénieurs se mettent à renforcer les routes, à creuser de nouveaux canaux. En 1840, ils ont créé un réseau de 7000 km de voies navigables à travers le paysage britannique. Un de ces ingénieurs est encore aujourd'hui considéré comme une des figures les plus visionnaires de la révolution industrielle, Isambard Kingdom Brunel. Fils d'un ingénieur de renom et immigrant français, Brunel résout de complexes problèmes de géométrie dès l'âge de 8 ans. Après avoir fait ses études à Paris,
il retourne en Angleterre et entame une carrière prolifique, construisant des chantiers navals, des bateaux à vapeur, des tunnels et des ponts. Un de ses ouvrages les plus innovants se trouve toujours à 175 km à l'ouest de Londres, en périphérie de Bristol, 75 mètres au-dessus de la rivière Avon, le pont suspendu de Clifton. Ce que ce pont a de génial, c'est qu'il utilise un minimum de matériaux pour un maximum de portance. C'est une structure incroyable. Vous voyez, traditionnellement, les ponts ont toujours été construits comme ça, pour créer cette travée. Mais là, on renverse la structure pour faire un pont comme ça. Brunel n'a que 24 ans quand il est nommé ingénieur en chef du pont en 1831. Pour souligner la dimension impressionnante de l'ouvrage, Brunel imagine d'installer de grands sphinx au sommet des 2 tours de 26 mètres. Des procès et des difficultés financières entravent la construction. Et ce n'est qu'en 1864, 5 ans après la mort de Brunel, qu'une version plus sobre du pont est finalement achevée. C'est incroyable quand on pense que ce pont fut construit pour la circulation des piétons, pour les chevaux et les chariots, et qu'aujourd'hui il est toujours en service et qu'environ 4 millions de voitures le traversent chaque année. C'est vraiment impressionnant. Le pont suspendu de Clifton est l'une des prouesses techniques les plus remarquables de Brunel. Pendant que d'autres ingénieurs sont déjà en train de créer un réseau de chemins de fer reliant les mines, les ports et les principales villes de Grande-Bretagne, Isambard Kingdom Brunel a un rêve bien plus grand. Le Great Western Railway. Un ticket pour un voyage partant de Londres, à travers des viaducs vertigineux et d'immenses tunnels jusqu'à Bristol, pour rejoindre plus de 5000 km plus loin, New York, à bord de son Great Western Steamship. Le 30 juin 1841, après avoir supervisé le moindre détail de la construction, Brunel embarque pour le voyage inaugural de son nouveau chemin de fer. 15 ans plus tard, un vaste réseau ferré couvre l'ensemble du territoire, favorisant le développement de villes industrielles dans tout le pays. Parmi elles, Manchester, au nord de l'Angleterre, va connaître un incroyable essor et va devenir en quelques décennies la capitale de l'industrie du coton.